Oral questions. Questions orales. The honourable. L'honorable député de Middlesex, London. Statistique Canada a confirmé une nouvelle fuite des investissements de 17 milliards de dollars en ce début d'année. Plus de capitaux qui quittent le Canada qu'il n'en entre. Plus d'1 milliard de dollars ont quitté le pays depuis 2015. Le premier ministre présente le Canada comme une plaque tournante de l'investissement. Toutefois, ces politiques sont les plus contraignantes des pays du G7 en matière de capitaux étrangers. On a l'impression qu'il ne sait même pas ce qu'il fait. Commençons par les principes fondamentaux. Les libéraux veulent-ils que le Canada soit un pôle d'attraction pour l'emploi et les capitaux ou veulent-ils un pays où l'ambition va mourir? L'honorable ministre du Commerce international. Les investissements qui arrivent au Canada ont atteint des niveaux records. Des niveaux records en plus de 20 ans. 97 milliards de dollars d'investissements directs étrangers sont arrivés au Canada l'année dernière. Plus de grands projets qui seront construits. Des projets d'aéronefs qui seront rendus possibles au Canada. Des ententes d'Airbus avec Mirabel à hauteur de plus de 15 milliards de dollars pour appuyer des milliers d'emplois. 90 milliards de dollars arrivés au pays pour les grands projets. C'est ce que fera le Canada. Merci. L'honorable député de Middlesex, London. Permettez-moi de simplifier les choses pour mon collègue qui vient de passer à côté de l'essentiel. Le premier ministre, son patron, destine 91 de ses investissements personnels aux États-Unis. Au fond, on a l'impression que les libéraux savent qu'ils ont délibérément créé une économie en déclin, qu'ils chassent les emplois, les capitaux et les opportunités hors du Canada pour les diriger tout droit aux États-Unis, là où le premier ministre garde son argent. Alors, j'aimerais savoir si les libéraux le font pour l'aider à encaisser, à s'enrichir rapidement pendant que le reste d'entre nous en faisons les frais. Mr. Speaker, I would like to share. Je tiens à vous faire part de bonnes nouvelles, d'importantes nouvelles qui reviennent sur la question que n'a pas comprise ma collègue. Hier, nous avons pu annoncer 3 000 nouveaux emplois à l'échelle du pays. Pourquoi? Parce que Saab, entreprise suédoise, a décidé de faire affaire avec Bombardier, une entreprise canadienne, et livré pour la première fois un avion de surveillance qui fera du Canada un joueur important dans l'espace aérospatial militaire, un pilier de notre stratégie de la défense dans ce pays et dans toutes les provinces qui seront représentées ici à la Chambre des communes. Merci. L'honorable député de Chilliwack-Hope. Le premier ministre s'envole pour New York pour ce que la CBC qualifie de simple voyage de réseautage. Peut-être rencontrera-t-il ses amis de Brookfield Management. Comme tant d'autres investisseurs, ils ont fui Bay Street pour Wall Street et ce sont les Canadiens qui en paient le prix. Au cours de la dernière décennie de gouvernement libéral, plus d'1 milliard de dollars d'investissements ont quitté le Canada. Cela signifie des pertes d'emplois et de salaires pour les travailleurs canadiens. Le premier ministre lui-même détient 91 de ses investissements personnels aux États-Unis. Est-il donc à New York pour les Canadiens ou est-il là pour vérifier son propre portefeuille? L'honorable ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. S'il ne passait pas autant de temps à travailler sur leur capsule vidéo, il verrait les gens comme le PDG de Shell qui vient d'investir 20 milliards de dollars ici au pays. Il pourrait voir le chef Clayton de la nation Niska qui hier encore disait qu'elle voulait gérer la prospérité plutôt que la pauvreté. Voilà comment nous allons construire la nation canadienne. Un rappel à tous qu'on ne veut pas suggérer qu'un député est absent en Chambre. L'honorable député de Chilliwack-Hope. Bon, 20 milliards de dollars, justement. Voilà l'argent qui a fui le pays au cours du dernier exercice financier. Après une décennie de taxes libérales, de bureaucratie et d'incertitudes, les investisseurs, y compris le premier ministre, vont investir leur argent ailleurs. Malgré les nouvelles annonces des libéraux, des vieilles annonces réemballées, les travailleurs canadiens perdent des emplois. Quand est-ce que le premier ministre agira-t-il sérieusement pour éliminer la bureaucratie et abroger les lois anti-développement qui participent à cet exode des investissements? L'honorable ministre des Ressources naturelles. Les conservateurs peuvent répéter la même question. Mais pourquoi les conservateurs ne viennent-ils pas à Dease Lake où nous investissons des milliards de dollars dans les mines, où Nunavut encore nous investissons 4 milliards de dollars dans les nouveaux projets miniers? Les conservateurs se concentrent sur leur capsule vidéo et manquent complètement la réalité qui les frappe de plein fouet. Monsieur le Président, le premier ministre est actuellement à New York pour ce qu'a qualifié CBC de simple voyage de réseautage. On n'est pas censé
parler du lieu d'un député, c'est-à-dire l'absence d'un député à la Chambre. Et il peut continuer. L'honorable député peut continuer. Monsieur le Président, ce matin, le premier ministre était à New York. Et pour un voyage qualifié par CBC de simple voyage de réseautage. Mais parlons d'investissement, Monsieur le Président. Après 10 ans de gouvernance libérale, le Canada se classe le pays le plus restrictif du G7 en matière d'investissement étranger. Selon la banque RBC, 1 trillion de dollars, 1000 milliards de dollars ont été perdus en investissement au cours des 10 dernières années. Mais l'exemple vient de haut, Monsieur le Président. Le premier ministre lui-même, ses propriétés, 91 % ne sont pas au Canada. Est-ce que le premier ministre a compris quelque chose que ces gens-là n'ont pas compris encore? L'honorable ministre de l'Industrie. Président, vous savez, le Canada est la destination la plus prisée des pays du G7 en matière d'investissement étranger présentement. Donc, premier point. Deuxième point, pour démontrer à quel point, présentement, nous sommes une destination pour faire des affaires. 3000 nouveaux emplois ont été annoncés hier parce que Saab, compagnie suédoise, a décidé de faire un partenariat avec Bombardier, compagnie canadienne dont on est bien fiers, pour faire en sorte de se lancer dans l'aérospatiale militaire, un nouvel avion de surveillance pour nous, mais également pour plusieurs autres pays à travers le monde. C'est comme ça qu'on va construire un pays fort. Bravo! L'honorable député de Louis-Saint-Laurent à Kewenrak. Monsieur le Président, malheureusement, je dois rappeler aux libéraux que le Canada libéral fait fuir des investissements. Souvenons-nous que le premier ministre, à l'époque où il était président officiellement de Brookfield, a pris le bureau-chef qui était à Toronto et il l'a envoyé où? À New York. Bravo, champion! Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. La réalité aussi, Monsieur le Président, c'est que Statistique Canada nous apprend qu'au cours du premier trimestre, c'est 17 milliards d'investissements qui sont allés à l'étranger. Quand est-ce que les libéraux vont agir de façon concrète, pas faire que juste des paroles, mais des investissements étrangers qui vont se faire ici au Canada pour le bien de tous les Canadiens? Le leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, dans les 6 dernières questions, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'on va faire la manufacture d'aéronefs militaires au Canada. On a appris qu'on se construit des mines, notamment des mines au Québec, en Colombie-Britannique, dans les territoires dans le Grand Nord, et qu'on attire un montant incroyable d'investissement. Les gens chez TD Économie, pas décidément des gens de la salle de guerre du Parti conservateur, ont parlé du plus haut taux d'investissement étranger au Canada en 2025 depuis 2007, Monsieur le Président. Donc, décidément, on attire... L'honorable député de Saint-Jean. Hier, l'Assemblée nationale du Québec, à l'unanimité, a condamné la dérive autoritaire du premier ministre selon laquelle 50 plus 1 des votes ne suffirait pas dans un référendum. Elle a réitéré son appui à la loi 99 du Québec qui définit une majorité claire à 50 plus 1 comme tous les votes démocratiques du monde. Elle a déclaré, je cite, qu'aucun Parlement ou gouvernement ne peut contraindre la volonté démocratique de la population québécoise à disposer elle-même de son avenir. Est-ce que le premier ministre a compris le message du Québec et est-ce qu'il va respecter les fondements de la démocratie? Honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Puis je comprends que les députés du Bloc québécois se lèvent à tous les matins et ne souhaitent qu'une chose, c'est de parler de la loi sur la clarté référendaire, parler de référendum. De ce côté-ci, Monsieur le Président, on se lève le matin en se disant comment est-ce qu'on va créer des opportunités pour les Québécois, comment est-ce qu'on va unir l'économie canadienne, comment est-ce qu'on va protéger la souveraineté du Canada. Puis je leur donne un exemple, Monsieur le Président. Hier, on a annoncé avec Bombardier le Global Eye qui va défendre la souveraineté du pays, créer plus de 3000 emplois au Canada. Puis ça s'ajoute à 150 avions d'Airbus qui ont été commandés il y a à peu près 2 semaines, Monsieur le Président. C'est ça, créer des opportunités pour les Québécois. C'est ça, les priorités des Québécois. C'est nos priorités. Puis je laisse le Bloc avec leurs questions de référendum. L'honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, tous les élus du Québec ont condamné la dérive autoritaire du premier ministre avec sa loi sur la clarté référendaire. J'attire son attention sur une réaction qui pourrait l'inspirer, celle des libéraux. Je cite leur chef, on est à la fois fédéraliste et démocrate au Parti libéral. C'est possible d'être et fédéraliste, et démocrate, et libéral. Ça se fait avoir plusieurs principes en même temps. Mais le premier ministre, lui, il est juste libéral, en plus d'être paternaliste et antidémocrate. Est-ce que les libéraux vont le ramener sur terre et lui demander d'abroger la loi sur la clarté? Honorable ministre.
Encore une fois, Monsieur le Président, on a de toute évidence la déconnexion complète des députés du Bloc québécois par rapport à ce qui préoccupe les Québécois, les Québécoises, Monsieur le Président. Puis ça, c'est quoi? C'est l'abordabilité, c'est de créer des bons emplois, c'est de donner des opportunités à nos jeunes. C'est un programme de formation de la main-d'œuvre comme celui qu'on a dans la mise à jour économique, Monsieur le Président. C'est des grands projets comme un train grande vitesse Québec-Toronto, Monsieur le Président. C'est par exemple Nouveau Monde Graphite, Contre-Cœur à Montréal, des grands projets qui vont bâtir le Québec, donner des opportunités à notre monde. C'est ça qui préoccupe notre monde. C'est pas les questions de clarté, de la loi sur la clarté référendaire de mes collègues du Bloc. Honorable député de Rivière-du-Nord. Monsieur le Président, quoi qu'en pensent les libéraux, la loi sur la clarté, c'est un outil pour ne pas reconnaître la démocratie si le résultat du vote ne fait pas l'affaire du fédéral. Sa seule utilité, c'est de réprimer la volonté populaire. C'est une loi qui brime la démocratie, qui brime le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est aussi une loi qui brime la justice en transgressant l'avis de la Cour suprême pour qui le concept de majorité claire est purement qualitatif et non pas lié à la marge gagnante d'un nombre de votes. C'est une dérive autoritaire pure et simple. Les libéraux n'ont-ils pas honte d'en faire la promotion? L'honorable ministre responsable du commerce Canada-États-Unis. Monsieur le Président, notre collègue du Bloc parle du respect pour la démocratie. Nous, au gouvernement, on va commencer par attendre que les Québécois se prononcent dans une élection provinciale qui s'en vient cet automne. On comprend que le Bloc est parti dans des questions hypothétiques. Ils attendent avec impatience une élection provinciale qui va avoir. Nous, on ne va pas juger ces enjeux-là. On va continuer de travailler sur des enjeux qui touchent des familles québécoises, des travailleurs québécoises et partout au Canada. La menace tarifaire des Américains, comment appuyer nos industries, c'est ça qu'on fait. L'honorable député de Lethbridge. Après 11 ans de ce gouvernement libéral, les Canadiens payent plus pour l'essence, le logement et l'épicerie. Après tout cela, ils veulent se reposer, se détendre un peu, écouter Netflix ou Spotify encore. Mais même cette petite joie leur est niée. Et à coup, ils auront à payer plus pour avoir accès à ces services, puisque le CRTC, nommé par les libéraux, vient tripler la taxe, qui passera de 5 à 15 % qui sera affilée directement aux consommateurs. Dans l'article 7 de la loi sur la radiodiffusion, les libéraux ont le pouvoir de rejeter cette taxe et de défendre les Canadiens. Est-ce qu'ils s'engagent aujourd'hui à défendre les consommateurs canadiens pour rendre la vie plus abordable pour eux en éliminant la taxe? L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre de l'Identité et de la Culture. Merci. Mettons les choses au clair. D'entrée de jeu, il ne s'agit pas d'une taxe. Il s'agit encore une fois d'une taxe imaginaire. Dès le début, nous nous concentrons sur l'abordabilité. C'est pourquoi nous avons éliminé les impôts pour 22 millions de Canadiens. Il est question ici d'égalité pour les créateurs, de concurrence loyale. Nous voulons d'abord et avant tout appuyer les conteurs canadiens, les créateurs canadiens, les artistes canadiens. Nous reconnaissons leur importance pour faire du Canada un pays fort. L'honorable député de Lethbridge. Bon, les Canadiens pourront être les juges. En bout de ligne, les Canadiens auront à payer 15 % de plus pour leur service de diffusion numérique. C'est le résultat direct des politiques émises par ce gouvernement. La plupart d'entre nous qualifient ça de taxe, mais les libéraux aiment bien éviter ce terme. Voilà où je veux en venir. Les Canadiens auront à payer beaucoup plus pour Netflix, Disney+, Spotify, en raison des politiques adoptées par ce gouvernement. Le gouvernement a le pouvoir de changer la donne. Le gouvernement peut abroger ou renverser la décision. Après 11 ans de décisions qui rendent la vie plus dispendieuse pour les Canadiens, est-ce que les libéraux défendront une fois pour toutes les consommateurs canadiens et élimineront cette taxe? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci beaucoup. Encore une fois, les slogans. Encore une fois, des faits à peu près véridiques. Ce n'est pas une nouvelle taxe. Bon, on veut parler d'économie. Parlons donc du secteur culturel. Ce qu'il contribue, lui, à l'économie canadienne. Il génère des milliards de dollars à l'échelle du pays, emploie des centaines de milliers de personnes dans toutes nos circonscriptions. Il façonne notre identité canadienne. La culture nous unit et permet à faire de notre pays un pays fort. L'honorable député de Lethbridge. Bon, parlons de la force de notre économie. Elle se reflète directement dans la réalité des ménages canadiens. De nombreux ménages canadiens payent 120 % de leurs revenus pour le loyer et l'épicerie. Pas 100 %, 120 %.
Et ce gouvernement libéral et ses politiques viendront rajouter une autre taxe à leurs dépenses mensuelles. C'est punitif de par sa nature même, mais le gouvernement peut rectifier le tir. Est-ce que les libéraux donnera des instructions au CRTC pour renverser la décision et d'éliminer la taxe? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Comme l'a mentionné mon collègue, notre politique est claire. Les Canadiens méritent d'avoir la création de production et de voir leur récit raconté par des Canadiens pour les Canadiens au Canada. Les grandes plateformes numériques doivent diffuser ces contenus. Il n'y a pas de taxe. Elle n'existe pas, un point, c'est tout. Cette taxe est imaginaire, elle est inventée de toutes pièces. C'est les mêmes personnes qui veulent sous-financer la CBC, qui veulent faire torpiller notre culture canadienne. L'honorable député de King Vaughan. Les aînés ont bâti ce pays, mais chaque budget libéral les laisse de plus en plus à la traîne. Après 11 ans de dépenses inutiles des libéraux pour des luxes destinés aux ministres et d'augmentation d'impôts, les aînés payent plus cher pour tout. Plus d'impôts, plus de dettes, plus de dépenses sur la carte de crédit nationale. Toujours la même rengaine. L'Institut national sur le vieillissement a révélé qu'un Canadien sur 5 âgé de plus de 50 ans n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins fondamentaux, comme l'épicerie, le chauffage ou le transport encore. À quel point ce premier ministre doit-il être déconnecté de la réalité pour ignorer les aînés qui se débattent? L'honorable secrétaire parlementaire d'État pour les aînés. Bon, c'est ironique venant des conservateurs, dont le plan est de rester sur la touche. Ils veulent ignorer les besoins des Canadiens. Et on l'a déjà vu. Les conservateurs s'opposent à des mesures comme la sécurité de vieillesse pour les aînés. Les conservateurs proposent d'autres mesures qui verraient à ce que les aînés âgés de 65 à 65 ans ne puissent pas toucher la sécurité de la vieillesse. Lorsque les conservateurs parlent des aînés, les Canadiens devraient vraiment faire la sourde oreille. L'honorable député de King Vaughan. Les aînés ne peuvent pas se permettre leurs biens fondamentaux comme l'épicerie, le logement. Ils ne peuvent pas se permettre non plus l'essence nécessaire pour accéder à ces services. Les libéraux leur donnent des sous à l'emporte-pièce qui ne servent à rien. Les dépenses des aînés continuent de grimper en flèche. D'après les statistiques, davantage d'aînés célibataires habitent maintenant sous le seuil de la pauvreté. Combien de temps encore les personnes aînées devront-elles se battre avant que ce premier ministre n'apporte enfin une aide réelle pour leurs dépenses quotidiennes? L'honorable secrétaire d'État. La députée parle d'abordabilité, mais lorsque vient le temps d'appuyer les mesures qui profitent aux aînés de sa circonscription, elle s'y oppose. 31 000 des commettants de sa circonscription reçoivent des prestations d'assurance dentaire, des aînés notamment. Comment la députée peut-elle donc parler d'abordabilité alors qu'elle s'oppose aux mesures qui appuient les aînés? L'honorable députée de Regina-Louvain. Des millions de Canadiens ont du mal à se nourrir. Les frais de restauration de luxe à bord des avions de ce premier ministre libéral ont grimpé en flèche pour atteindre 195 000 $ pour seulement 3 voyages. À un moment où plus d'un Canadien sur 3 Canadiens qui a un emploi sur 3 s'endette pour se nourrir. Dans ma province, en Saskatchewan, on se demande s'il est acceptable ou non de voler de la nourriture dans les supermarchés pour se nourrir. À quel point ce premier ministre doit-il être déconnecté de la réalité pour se faire servir des repas de luxe à lui et ses amis alors que les Canadiens ont du mal à se nourrir? L'honorable ministre du Commerce international. Nos efforts internationaux visent à appuyer les travailleurs canadiens en sol canadien. En janvier, nous nous sommes rendus en Chine, 7 milliards de dollars d'accès au secteur de l'agriculture pour les agriculteurs canadiens, plus d'accès pour les producteurs de canola, producteurs de bétail et de fruits de mer. Des milliers d'emplois sont appuyés pour les agriculteurs et les fermes à l'échelle du pays. Nous avons récemment rencontré le PDG d'Air Malaisie, qui a permis de conclure une entente de plus de 15 milliards de dollars, qui a créé plus de 30 000 emplois à l'échelle du pays. Nous cherchons à créer des emplois ici pour les Canadiens, en sol canadien. L'honorable député de Regina-Louvain. Quelle réponse déconnectée de la réalité? Sérieusement, à quel point peuvent-ils être arrogants, ces libéraux?
C'était le sujet de l'émission de radio la plus écoutée en Saskatchewan, à savoir, est-il acceptable de voler dans les grandes chaînes des supermarchés? Le vol ou le micro-pillage sont-ils acceptables? Après 1 an de ce premier ministre libéral, les Canadiens ont tellement de mal à joindre le debout qu'ils doivent voler de la nourriture pour nourrir leur famille. Le premier ministre l'a dit aux jeunes Canadiens, ils auront à faire des sacrifices, mais devenir un criminel pour nourrir sa famille, faisait-il partie de ces sacrifices qu'il avait en tête? L'honorable ministre de l'Emploi et de la Famille. C'est malheureux que ce député vote contre les mesures qui appuieraient ces commettants. Par exemple, les parents paient maintenant 10 $ par jour pour des soins de garde qui leur permettent de faire des économies de 6 900 $ par année. Le député a voté contre la mise à jour économique du printemps qui permettait à des apprentis de recevoir des suppléments de revenus lors de leur formation alors qu'ils obtiennent des certificats du Sceau rouge. Il vote contre le programme d'emploi à été étudiant, vote contre les prestations indexées. Il était en faveur de quel programme? Des programmes qui aident ces commettants. Monsieur le Président, hier, le député libéral de Laurier-Sainte-Marie a annoncé qu'il quittait la vie politique. Il quitte parce qu'il a peu ou pas d'influence sur les décisions pro-pétrole du premier ministre. Il a rappelé que durant la dernière élection, la plateforme libérale contenait 28 fois le mot changement climatique et pas une fois le mot pipeline. Wow. C'est en effet une tromperie scandaleuse envers les électeurs. Je cite le député, « Je peux vous dire que je ne suis pas le seul qui est inconfortable avec ce qui se passe. Alors moi, je me demande, là, ils sont où les autres et pourquoi ils se cachent? » L'honorable ministre de l'Environnement et du Changement climatique. J'aimerais bien avoir une question aussi pour le député bloquiste, parce que c'est le chef du Bloc qui a fait vote de face, le parti peut-être en entier, quand lui, il a appuyé la fracturation dans l'anticostie pour les forages pour le pétrole. Alors, maintenant, est-ce qu'ils ont une différente opinion? Parce que lui, il l'a appuyé. Honorable député de Jonquière. La réalité, Monsieur le Président, c'est qu'il y a 60 libéraux qui ont fondé un caucus environnemental. Mais après l'annonce du nouveau pipeline et la démission du député de Laurier-Sainte-Marie, il se cache. Il y a même le coprésident de ce caucus-là qui nous dit « Le caucus environnemental n'a pas pour mission de promouvoir l'environnement. Ça s'invente pas. Imaginez, leur but, c'est pas de promouvoir l'environnement. C'est juste, je cite, d'apporter des députés ensemble autour de bonnes conversations. » Aïe aïe! Monsieur le Président, c'est-tu la ligue du vieux poil, cette affaire-là? C'est-tu pour ça qu'ils défendent des politiques? L'honorable ministre. Monsieur le Président, j'aimerais bien lui introduire à le caucus libéral environnemental qui lutte contre le changement climatique. C'est tous les 173 de ce caucus. Notre gouvernement va continuer à lutter contre le changement climatique. On va continuer à protéger l'environnement. Ça, c'est ce que notre gouvernement s'engage à faire. Bravo! Honorable député de Beauce. Monsieur le Président, 195 000 $. C'est le montant que le premier ministre a fait payer aux Canadiens en repas gastronomique pour seulement 3 vols d'avion. La vie est belle pour le premier ministre. C'est pas grave, c'est pas lui qui paye. En même temps, 34 des travailleurs canadiens doivent s'endetter pour se nourrir correctement. Monsieur le Président, le premier ministre va-t-il cesser d'ajouter des repas de luxe sur ces déficits inflationnistes qui sont payés par les Canadiens et les Canadiennes? Hey! L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Monsieur le Président, au cours de la dernière année, c'est du jamais vu. Le Canada a signé 20 accords commerciaux et de sécurité à travers le monde, 56 accords sur les minéraux critiques. On bat des records en termes d'investissement direct étranger au pays. Puis à preuve, Monsieur le Président, on peut penser tout récemment à la commande de 150 avions d'Airbus ici au Québec, Monsieur le Président. C'est ça le fruit du travail du premier ministre et des ministres à l'étranger, c'est de ramener des bons emplois, des bons investissements ici au pays. Je pense que c'est exactement ce à quoi les Beaucerons et les Québécois s'attendent. Merci beaucoup. Honorable député de Beauce. Monsieur le Président, en tout cas, notre vin maison ou l'Arfan des Neiges, il connaît pas ça, notre premier ministre. Pourquoi le premier ministre a besoin d'un repas de luxe pour ses voyages officiels? On parle ici de l'argent des contribuables.
195 000 en bouffe pour seulement 3 vols d'avion. Faut le faire, les amis. Un petit poulet, une belle lasagne, ça fait pas pour le premier ministre? Monsieur le Président, le premier ministre libéral va-t-il cesser de faire exploser la facture sur le dos des Beaucerons et des Beauceronnes? Bonne question! L'honorable ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et ce qui est fascinant quand je regarde la question de mon collègue, c'est que lui ferait exploser la facture des Beaucerons et des Beauceronnes parce qu'il priverait plus de 30 000 de ses commettants du régime canadien de soins dentaires. Il priverait des milliers de familles de plus de 80 millions de dollars par année avec l'allocation canadienne pour enfants et j'en passe, Monsieur le Président. Si on veut parler de réduire le coût de la vie pour les Québécois, pour les Beaucerons, pour les Beauceronnes, on n'a aucune, mais absolument aucune leçon à prendre de ce député. Merci beaucoup. Honorable député de Montmorency-Charlevoix. Merci, M. le Président. Pendant que 2,2 millions de Canadiens ont fait la file aux banques alimentaires en un mois seulement, eh bien, notre premier ministre a dépensé plus de 520 000 $ pour manger dans l'avion avec des traiteurs de luxe. 22 % des Canadiens, cette année, ont perdu du poids parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer assez à manger. Pendant ce temps-là, à 40 000 pieds dans les airs, notre premier ministre se fait servir, regardez ça, du filet de bœuf sauce bordelaise, des escalopes de veau, du saumon écossais, de la crème brûlée et des grands vins. Quand les libéraux ont dit aux Canadiens qu'ils devaient faire des sacrifices, est-ce que le premier ministre et son entourage se considèrent comme des Canadiens ou bien ils sont au-dessus de ça? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie, je pense. Non, excusez-moi, de l'Infrastructure et du Logement. Merci, Monsieur le Président. Ils pensent qu'en répétant leur message jour après jour, les Canadiens vont finir par croire qu'ils se préoccupent vraiment pour l'abordabilité. Nous, de ce côté-ci, on est au travail avec des vraies mesures pour s'attaquer à l'abordabilité. On a éliminé la taxe sur l'essence, l'allocation pour l'épicerie, le programme d'alimentation scolaire. On accélère la construction de logements abordables. On protège les emplois dans les industries les plus touchées par les tarifs. On met de l'avant des programmes de formation. Ils ont voté contre toutes ces mesures, Monsieur le Président. Il n'y a personne qui pense que les conservateurs sont là pour les plus vulnérables. Ayons un peu de sérieux, qui se mettent au travail. Merci, Monsieur le Président. Honorable député de Lévis-Lotbinière. Monsieur le Président, quand vient le temps d'investir en agriculture, le gouvernement libéral ferme les yeux. Quand vient le temps d'investir dans des centres de recherche dédiés à l'agriculture, en plus de fermer les yeux, il se détourne la tête. L'avenir de l'agriculture canadienne se prépare aujourd'hui pour la prochaine génération. Fermer 7 centres de recherche au Canada diminue notre capacité d'innover et de préparer l'avenir de l'agriculture. Monsieur le Président, le ministre de l'Agriculture manque de leadership. Va-t-il revenir sur sa décision avant qu'il soit trop tard? Bonne question. Honorable ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Depuis le début, je l'ai dit très clairement, nous allons collaborer avec les provinces et les territoires, le milieu universitaire et le secteur privé pour avoir des centres de recherche efficaces et forts au pays. Nous en avons 17 et nous faisons de la recherche depuis 140 ans et nous allons continuer. Nous avons collaboré avec Laval, en Saskatchewan aussi, l'Université de l'Alberta et les gouvernements de ces provinces. Et nous allons continuer de faire de la recherche au pays parce que c'est nécessaire. Nous allons faire de la recherche pour l'industrie, pas pour l'opposition. Député de Lévis-Lotbinière. Monsieur le Président, les libéraux, l'agriculture, c'est juste des miettes. 6,6 milliards pour le programme Curable, 19 milliards pour des consultants et 100 milliards pour un TGV qui va ruiner toute une communauté agricole au Québec et en Ontario. De soustraire 23 millions par année en fermant 7 centres de recherche au Canada, c'est tout à fait inacceptable. Cette décision porte directement atteinte à la sécurité alimentaire de notre pays. Il n'est pas trop tard pour réparer cette bévue. Monsieur le Président, pourquoi, historiquement, les libéraux laissent toujours tomber le milieu agricole au Canada! Monsieur le Président, on dit toujours que la politique, c'est un peu de théâtre, et là, je suis tout à fait d'accord. Monsieur le Président, nous allons continuer de faire accroître la communauté et le milieu agricole au pays. Nous aurons de bonnes nouvelles très bientôt par rapport à la recherche et nous travaillons extrêmement fort. Et Monsieur le Président, j'aimerais dire que il y a eu le fait que nous allons changer le mandat de la CIA et nous allons aussi travailler sur le programme Agri-Stabilité, de nouveaux financements pour le marché agricole. Il y a aussi la superdéduction.
Nous ne faisons que commencer. Le député de Sault-Sainte-Marie, Algoma. Monsieur le Président, les tarifs imposés par les Américains sur l'acier sont injustifiés et illégaux. Nous le savons, mais à Sault-Sainte-Marie, nous sommes touchés. Et pas juste Sault-Sainte-Marie, en périphérie aussi. Ça rend les Canadiens anxieux et il y a des décisions difficiles à prendre en ce moment. La ministre de l'Industrie s'est rendue à Sault-Sainte-Marie pour faire une annonce et nous dire qu'elle était là pour nous appuyer et appuyer cette industrie. Elle nous a expliqué son plan pour appuyer l'industrie, pour appuyer les travailleurs et franchir un jalon important en termes d'investissement. La ministre de l'Industrie. Je tiens à remercier le député de Sault-Sainte-Marie. Il est remarquable et il a fait un travail formidable. Je sais qu'à Sault-Sainte-Marie, on a passé par une période très difficile en raison des tarifs illégaux et injustifiés qui ont été imposés par les Américains à l'endroit des travailleurs du secteur sidérurgique. Mais notre plan fonctionne parce qu'à Sault-Sainte-Marie, nous avons été en mesure d'annoncer 200 nouveaux emplois vendredi dernier et c'est 76 millions de dollars qui va être investi à l'ordre. Le député de Riding Mountain. Monsieur le Président, d'après le directeur parlementaire du budget, près de 74 000 demandeurs d'asile déboutés continuent de bénéficier, sous le gouvernement libéral, de prestations de santé de luxe comme la physiothérapie et le soutien psychologique. L'un de ces demandeurs d'asile, Fawad Ahmad, a quitté l'Afghanistan. Il s'est rendu aux États-Unis où il a étranglé sa femme et l'a menacé de le refaire si elle appelait la police. Et ensuite, il est entré au Canada, a demandé l'asile, mais sa demande a été rejetée. La ministre peut-elle nous dire pourquoi les demandeurs d'asile qui étranglent leurs femmes ont droit à de meilleures prestations de santé que les Canadiens honnêtes? La ministre de l'Immigration. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit au cours des derniers jours, le directeur parlementaire du budget a confirmé ce que nous savons déjà, c'est-à-dire que ce programme de prestations de santé offre une couverture de santé limitée et temporaire pour les personnes vulnérables. Et la bonne nouvelle, c'est que le volume s'est décru de 59 % et les contribuables vont économiser plus de 200 millions de dollars par année, puisque nous avons mis en place des changements au programme. Le député de Riding Mountain. Monsieur le Président, peut-être que les libéraux ont besoin d'une séance de soutien psychologique financée par les contribuables pour comprendre pourquoi les Canadiens sont furieux. Après avoir quitté l'Afghanistan, Fawad Ahmad s'est rendu aux États-Unis où il a étranglé sa femme et l'a menacé de le refaire. Il est ensuite entré au Canada et demandé l'asile, mais sa demande a été rejetée. Et pourtant, les libéraux ont fait en sorte qu'il a droit à des prestations de santé de luxe comme la physiothérapie et le soutien psychologique. Alors, la ministre va-t-elle enfin admettre que c'est une erreur ou est-il que les demandeurs d'asile déboutés méritent de meilleurs soins de santé que les Canadiens qui paient la facture? La ministre de l'Immigration. Merci, Monsieur le Président. Les Canadiens doivent savoir que grâce à un budget libéral et grâce au projet de loi C-12, il y aura 200 millions de dollars qui seront économisés et le directeur parlementaire du budget peut le confirmer parce que nos niveaux de demande d'asile sont à la baisse et puis avec le projet de loi C-12, nous mettons fin à ce type de situation. Le député de Red Deer. Monsieur le Président, hier, la ministre a confirmé qu'elle n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvaient près de 30 000 demandeurs d'asile déboutés faisant l'objet d'un ordre d'expulsion en vigueur se trouvent. Ces gens-là sont recherchés par le gouvernement et par les autorités et donc ils sont dans une situation illégale. Mais pourtant, ils ont droit à de meilleurs soins de santé que les Canadiens. Ça coûte plus cher. Il y a plus de corruption, plus de gaspillage. C'est du pareil au même. Et ce premier ministre, c'est tout juste un autre libéral coûteux. Alors pourquoi est-ce qu'on laisse des réfugiés fugitifs profiter gratuitement d'une couverture de santé de luxe aux dépens des familles canadiennes en difficulté? Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je tiens à confirmer que l'année dernière, l'Agence des services frontaliers du Canada a
expulsé un nombre très élevé de personnes qui ont été déclarées inadmissibles de territoire au Canada. C'est plus de 20 000 personnes. Et cette année, la SFC maintient la tendance et on veut faire en sorte que les personnes qui sont déclarées inadmissibles ici sont expulsées immédiatement. À la SFC, on travaille très fort pour assurer la sécurité des Canadiens et nous allons poursuivre sur notre lancée. Le député de Kitchener-South, Hespeler. J'ai posé une question au sujet de Prescribe IT. Le 6 mai, la ministre de la Santé a répondu qu'elle avait parlé au conseil d'administration et ils ont viré Michael Green, le PDG, qui coûte $1 million. Mais ce jour-là, le président du conseil, M. Vaughan, a dit qu'on n'avait jamais parlé des $300 millions qui ont été perdus sur Prescribe IT, que la question n'a jamais été soulevée. Alors, on ne peut pas savoir quelle déclaration est vraie. La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais dire à mon collègue que j'ai parlé aux représentants de Santé Canada qui siègent au sein du conseil d'administration. Je n'ai pas eu de conversation directe avec les membres du conseil d'administration. C'est un représentant de Santé Canada qui y siège. Après notre conversation, après la conversation au sein du conseil, le PDG a été viré et puis maintenant, il y a un PDG par intérim. Le député de Kitchener-South, Hespeler. Monsieur le Président, si je comprends bien, elle a parlé à son représentant qui siège au conseil d'administration, mais ce représentant n'a pas dit au président du conseil d'administration qu'il lui avait parlé. Est-ce que cette personne a trompé un comité de la Chambre? Et sinon, est-ce qu'il y a eu une autre conversation avec le représentant pour virer une autre personne? La ministre de la Santé. Pour la question, je ne sais pas exactement ce que le collègue veut soulever. C'est qu'ils savent très bien que Canada Info est une entité séparée du gouvernement. Nous avons un représentant sur le conseil d'administration et c'est par ce représentant que nous parlons à l'organisation. Donc, je ne vais pas rentrer dans les considérations de qui a dit quoi, mais moi, j'ai parlé au représentant qui est sur le conseil d'administration. Merci. Le député de St. Albert, Sturgeon River. Monsieur le Président, en mars, les libéraux ont conclu un bail avec Maritime Launch Services pour une soi-disant plateforme spatiale et le bail a été antidaté au 1er février 2025, versant ainsi $20 millions provenant de l'argent des contribuables à Maritime Launch Services alors qu'il n'y a eu aucune valeur et aucun travail de réaliser. La secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale. Monsieur le Président, accroître notre capacité de lancement, ce sera une façon d'attirer des investissements, de créer de l'emploi, de réduire notre dépendance aux États-Unis, d'appuyer le secteur et cela peut représenter jusqu'à $40 milliards. Il s'agit de capacités essentielles qui protègent le Canada et qui vont représenter des retombées économiques massives. Le député de St. Albert, Sturgeon River. Monsieur le Président, après avoir donné $20 millions de l'argent des contribuables à Maritime Launch Services, une entreprise au bord de la faillite, le président du conseil d'administration a immédiatement vendu des actions et a empoché $1,8 million. Donc, on a affaire à un stratagème de corruption très grave, alors que les initiés libéraux s'enrichissent et les contribuables se font plumer. Comment est-ce qu'on peut justifier cela? La secrétaire parlementaire. La mise en place des capacités de lancement spatial souverain au Canada permettra de générer des milliards de dollars d'investissement, de créer des emplois bien mieux rémunérés, de renforcer la souveraineté du Canada, de réduire notre dépendance vis-à-vis des États-Unis et de soutenir un secteur commercial de lancement et de rentrée spatiale qui pourrait représenter jusqu'à $40 milliards. C'est dans cela que nous investissons. Il s'agit de capacités essentielles qui protègent le Canada et génèrent d'énormes retombées économiques pour les Canadiens. Le député de Calgary Centre. Monsieur le Président, aujourd'hui, le PDG de la plateforme spatiale a qualifié les questions concernant cet accord de $200 millions de mime stupide. Et d'ailleurs, le ministre de la Défense a dit que les questions étaient stupides aussi.
Alors, voyons voir. Le ministre a signé un bail offrant 20 millions de dollars de l'argent des contribuables en arriéré à une entreprise au bord de la faillite. Les initiés ont immédiatement encaissé des millions de dollars. Et les Canadiens se posent à juste titre des questions. Le ministre peut-il expliquer en quoi cela rend les contribuables stupides ou ignorants? Le secrétaire parlementaire du ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'aimerais que les conservateurs nous expliquent pourquoi ils sont anti-Nouvelle-Écosse. Ils sont contre Mercy Wind, ils sont contre le développement à Nouvelle-Écosse, ils sont contre les travailleurs de la Nouvelle-Écosse, l'ingéniosité. À chaque fois, au cours des 2 dernières semaines qu'on a fait des propositions, ils étaient contre la Nouvelle-Écosse. Mais nous, de notre côté de la Chambre, nous appuyons la Nouvelle-Écosse, les travailleurs de la Nouvelle-Écosse, les entreprises de la Nouvelle-Écosse également. Bon, j'avais de la difficulté à entendre. Il y a beaucoup de bruit dans la Chambre. Le député de Calgary Centre. Oui, le député de Calgary Centre. Merci, Monsieur le Président. Bon, avant que le député n'aille trop loin pour défendre ce gâchis, permettez-moi de le renvoyer au document rendu public. Alors, il y a 1 an, le vérificateur de Spaceport a indiqué que l'entreprise était au bord de la faillite et rien ne laissait présager une manne potentielle de 20 millions de dollars du gouvernement. Payer trop cher, c'est une chose, mais offrir 20 millions de dollars à ses amis, c'est un abus flagrant de la confiance des contribuables. Les initiés libéraux ont gagné des millions en vendant leur part après le cadeau du ministre. La Commission des valeurs mobilières devrait mener une enquête. Le ministre va-t-il nous dire qui, selon lui, va se retrouver avec cette patate chaude? Le secrétaire parlementaire du ministre des Transports. Bon, c'est un autre thème récurrent en Chambre. Le complot, les théories de complot. On devrait appeler les conservateurs le parti conspirateur du Canada. Non, ça ne peut pas être à l'avantage des travailleurs, ça ne peut pas être le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, un conservateur qui appuie ce projet. Mais si il n'en tient qu'aux conservateurs, il y a des conspirations partout. L'honorable député de Beauport-Limoilou. Monsieur le Président. Monsieur le Président. OK, on est ça. Il y a de quoi qui se passe là-bas, mais j'ai rien entendu. L'honorable député de Beauport-Limoilou. Monsieur le Président, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'organiser une table ronde avec plusieurs entreprises de ma circonscription de Beauport-Limoilou afin de discuter des enjeux commerciaux actuels et de la prochaine révision de l'ACM. Ces entreprises ont insisté sur l'importance de préserver des relations commerciales fortes avec les États-Unis tout en s'assurant plus de stabilité et de prévisibilité. Le ministre responsable du commerce Canada-États-Unis peut-il faire le point sur les discussions en cours avec nos partenaires américains et expliquer comment notre gouvernement défend les intérêts des entreprises et des travailleurs canadiens dans le cadre de la culture de nation? L'honorable ministre. Monsieur le Président, je veux remercier mon collègue de Beauport pour son travail important sur ce dossier essentiel. Le gouvernement, comme vous savez très bien, Monsieur le Président, est déterminé à poursuivre nos négociations avec nos partenaires américains, nos partenaires mexicains, à l'approche de la révision de la CEUM. C'est pourquoi nous rencontrons, par exemple, des chefs de l'industrie, des représentants des provinces et territoires, comme a fait mon collègue dans son comté, précisément pour être prêts à faire la révision qui s'impose et à s'assurer en même temps que nous avons une entente dans l'intérêt des Canadiens et des travailleurs canadiens. Le député de Wellington-Halton Hills North. Monsieur le Président, le gouvernement libéral a signé un protocole d'entente avec le ministère de la Sécurité publique de Beijing, mais le texte reste secret. Étant donné que Beijing a abusé du précédent protocole d'entente signé par le gouvernement Harper, notamment en contraignant au moins 25 Canadiens à retourner en République populaire de Chine dans le cadre de l'opération Fox Hunt, et étant donné qu'il y a 1 an, durant l'enquête publique sur l'ingérence étrangère, le premier ministre a identifié Beijing comme la menace numéro 1 pour le Canada, est-ce que le gouvernement libéral va rendre public le protocole d'entente afin de garantir au Canada que Beijing n'abusera pas à nouveau de ce protocole pour forcer des résidents à rentrer en Chine? La ministre des Affaires étrangères.
Monsieur le Président, le Canada a signé des protocoles d'entente avec la Chine pour lutter contre la criminalité sous diverses façons depuis 2010. Et nous avons conclu ces accords sur la recommandation des organismes de renseignement et de protection civile au Canada. Et j'ai bien de rencontrer le ministre des Affaires étrangères de la Chine pour avoir un échange constructif sur des domaines d'intérêt mutuel. Et nous allons continuer de faire respecter les valeurs canadiennes et la primauté du droit. Le député de Wellington-Halton Hills North. Monsieur le Président, si l'ingérence étrangère et la répression transnationale de Beijing constituent la plus grande menace pour la sécurité du Canada, et si le gouvernement a confiance dans le protocole d'entente entre lui-même et le ministère de la Sécurité publique de Beijing, alors le gouvernement devrait rendre public le texte du protocole d'entente pour que le public puisse se faire sa propre opinion. Est-ce que la question de la répression transnationale et de l'ingérence étrangère seront soulevées lorsque la ministre va rencontrer le ministre des Affaires étrangères de la Chine cette semaine? La ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, notre gouvernement va toujours défendre les Canadiens, protéger notre intérêt national et engager le dialogue dans une position forte. C'est la première fois que nous avons une visite bilatérale de la sorte au Canada depuis près d'une décennie. Et nous sommes prêts à collaborer avec la Chine si ça fait avancer l'intérêt national du Canada, comme le commerce, la stabilité économique et la sécurité mondiale. Et tout cela en défendant la souveraineté, la sécurité et les valeurs canadiennes sans équivoque. Le député de Simcoe Nord. Monsieur le Président, le ministre dit que Beijing, c'est juste un autre partenaire commercial, mais il est beaucoup plus agressif que Washington. Ils ont mis en prison les deux Michael, ils se sont ingérés dans nos élections et ils ont ouvert des postes de police illégaux sur notre territoire et ils gardent des otages. Notre souveraineté n'a-t-elle pas été compromise et est-ce qu'on peut confirmer que nos citoyens seront protégés? S'il n'y a rien à cacher, alors pourquoi ne pas rendre public le texte des arrangements secrets qui ont été conclus avec Beijing? La ministre des Affaires étrangères. Je tiens à réitérer que, au cours des conversations que j'ai eues, y compris mes conversations que j'aurai avec le ministre demain, nous allons faire en sorte que les garde-fous qui sont en place seront maintenus pour protéger la sécurité des Canadiens, pour protéger la souveraineté du pays et pour assurer notre résilience économique. Notre gouvernement a pris des mesures concrètes pour lutter contre l'ingérence étrangère, dont l'établissement, le registre contre l'ingérence étrangère et aussi à l'ordre, silence. Le député de Surrey-Newton. Monsieur le Président, la demande pour le gaz naturel liquéfié est en hausse et le Canada est le fournisseur le plus compétitif et le plus propre pour répondre à cette demande. Durant les dernières élections, nous nous sommes engagés à faire du Canada une superpuissance énergétique et nous tenons cette promesse. Il y a moins d'un an, les premières exportations de gaz naturel liquéfié du Canada ont été livrées en Asie et nous sommes déjà en train d'étendre encore davantage nos exportations. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre quels sont nos efforts pour accroître les exportations canadiennes de gaz naturel liquéfié? Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Je remercie mon collègue de son soutien pour la diversification. J'étais en Colombie-Britannique hier pour annoncer que... À l'ordre. Malheureusement, le niveau de bruit est si élevé que je n'arrive pas à entendre le ministre. Depuis le début, s'il vous plaît, Monsieur le ministre. Oui, hier, j'étais en Colombie-Britannique pour annoncer que le Canada a conclu un accord historique visant à vendre du gaz naturel liquéfié en Allemagne. Et ce gaz proviendra de Xi Lissim LNG, une entreprise détenue conjointement par la nation Nisga et devrait attirer près de 30 milliards de dollars d'investissement du secteur privé. On exportera le premier gaz naturel canadien vers l'Europe. Ce sera une première et on contribuera ainsi à la sécurité énergétique mondiale. C'est une situation gagnante sur tous les fronts pour le Canada. À l'ordre.
À l'ordre. Le député de Sherwood Park for Saskatchewan. La ministre du Travail a affirmé à plusieurs reprises qu'elle avait contraint les agents de bord à reprendre le travail pour éviter une crise sanitaire dans laquelle l'approvisionnement en produits essentiels aurait été perturbé. Elle affirme avoir été informée de ce risque, mais son ministère n'a aucune trace de cette séance d'information et les hauts fonctionnaires chargés de lui communiquer des renseignements n'étaient pas au courant de cet argument. Monsieur le Président, la confession, ça fait du bien à l'âme et nous, les conservateurs, nous sommes dans un esprit où nous sommes prêts à lui pardonner. Alors pourquoi ne pas se délester de cette conscience qui doit lui peser lourd et admettre ce qui s'est passé? La ministre. Il faut faire preuve de compassion pour les Canadiens un peu partout au pays qui comptent sur des produits médicaux essentiels et aussi les organes qui doivent être livrés tous les jours, pas seulement au sein de nos frontières, mais aussi vers les frontières étrangères. Durant un conflit de travail, le ministre a la responsabilité de tenir compte de tous les points de vue et parfois nous avons recours à certains outils. Et bien sûr, le député n'a jamais été ministre. Il ne comprend pas la pression qui est exercée pour faire en sorte que les Canadiens aient accès à ce dont ils ont besoin durant une période délicate. Le député de Winnipeg Centre. Monsieur le Président, la décision du député de Laurier-Sainte-Marie de quitter le caucus, c'était en réaction au fait que le gouvernement libéral ne nous protège pas contre les catastrophes naturelles. Et il y aura des incendies de forêt, des inondations et nous allons avoir toute une saison de catastrophes. Il y aura d'autres Canadiens qui vont passer l'été à respirer un air toxique. Alors, est-ce que le gouvernement va continuer de rester assis et ne rien faire alors que le monde entier est en train de brûler? La ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Tout d'abord, Monsieur le Président, je tiens à réitérer que aujourd'hui, nous avons annoncé qu'on allait accroître le soutien pour protéger les localités contre les incendies de forêt et j'invite les gens à se renseigner pour voir quelles ressources sont offertes. Pour ce qui est de la lutte au changement climatique, je tiens à rassurer la députée d'en face du fait que le gouvernement libéral, en fait, tout le caucus est résolu à poursuivre la lutte. Nous sommes des chefs de file mondial et pour ce qui est de notre stratégie sur la nature, l'électricité, nous continuons de faire le travail et ce n'est pas terminé. Le député d'Edmonton-Strathcona. Monsieur le Président, aujourd'hui, malgré de graves inquiétudes exprimées par les localités, les travailleurs, les experts en santé publique concernant l'avenir du littoral de Toronto, le gouvernement conservateur de l'Ontario a fait adopter à la hâte une loi visant à prendre le contrôle et agrandir l'aéroport Billy Bishop. Les aéroports canadiens sont des infrastructures publiques essentielles construites grâce à des investissements publics. Là-bas et dans les aéroports de tout le pays, le gouvernement fédéral a la responsabilité de faire passer l'intérêt du public avant les profits des entreprises. Il devrait mettre un terme au projet de Doug Ford. Alors, pourquoi, au contraire, on fait avancer le projet de privatisation des aéroports à travers le pays? Le leader en chambre. Monsieur le Président, nous allons tenir compte du point de vue de tous ceux qui sont dans le Grand Toronto et nous allons apporter des changements si nécessaire. Et pour ce qui est de Billy Bishop et du littoral de Toronto, nous allons écouter les points de vue de ceux qui sont résidents de cette zone ou du Grand Toronto et nous voulons qu'ils aient accès aux meilleurs services possibles. Pour aujourd'hui,